Bonjour et bienvenue sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. C'est un plaisir renouvelé, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux en train de suivre ces plateaux spéciaux consacrés à la problématique des groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être, la partie est est écumée par des groupes armés locaux et étrangers dans la seule zone du nord et sud Kivu. Les groupes armés se comptent par centaines, plus ou moins 150 groupes armés locaux. Peut-être que le professeur Abbé Jean Bosco Bala, qui est un de nos invités, va soit infirmer ou confirmer cette thèse. Et cette année, la République démocratique du Congo, est à sa 30e année d'insécurité dans sa partie orientale. La guerre d'agression menée par les Rwandais via le mouvement terroriste du M23. Donc nous allons parler dans ces plateaux spéciaux de la question des groupes armés qui écument la partie orientale de la République démocratique du Congo, les origines, les enjeux et quelles sont les perspectives. Et justement pour en parler, j'ai approché des spécialistes des questions de défense et de sécurité. À ma droite, j'ai approché le professeur Jacques Njoli. Il est député national. Il a été premier vice-président de la commission défense et sécurité à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Jacques Njoli est également professeur de droit constitutionnel, parmi les rares professeurs de droit constitutionnel que la RDC a. Il est en même temps enseignant de l'histoire militaire au CHEST, à l'école des hautes études et stratégies, ici en République démocratique du Congo. Professeur Jacques Njoli, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités à cette table ronde. Merci. Juste à votre droite, nous avons approché cette éminente personnalité, et non pas de moindre. Il s'agit du professeur Abbé Jean Bosco Bala. Professeur Abbé, allez-y comprendre. Il est enseignant des questions de défense et de sécurité, ancien négociateur des accords de paix, notamment de Sun City, en Afrique du Sud, ancien président du CESAC. Actuellement, il est coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDCRC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Oscar. Et à ma gauche, juste à côté de moi, nous avons approché l'honorable Juvenal Mounoubo. Il est député national honoraire et notable de la province du Nord Kivu. Bienvenue, honorable. Merci, Oscar, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et juste à sa gauche, nous avons invité un journaliste de renom. Il s'agit de Nikez Kibel Beloka, journaliste d'investigation et patron du journal Les Coulisses. Bienvenue, Nikez. Merci, confrère. Je me tourne du côté du professeur Jacques Njoli. Les groupes armés. Aujourd'hui, l'adjectif négatif a été enlevé parce que ces groupes ont la capacité de nuisance. Ils sont en train de faire du mal. Ils sèment la terreur, ils tuent, ils créent la désolation parmi les paisibles citoyens. Parlez-nous de la genèse de ces groupes. Comment sont-ils nés? C'est l'absence de l'autorité de l'État. Là où il n'y a pas la protection de la population civile, les gens se prennent en charge et c'est la naissance des groupes armés. Dites-nous ça, comment c'est comment? Merci beaucoup pour la question, mais je crois qu'il aurait été mieux posé au coordonnateur qui est chargé de gérer ou de désarmer ces groupes. Il va vous compléter tout naturellement. Oui, merci beaucoup. Mais la réponse à cette question, je dois vous avouer qu'elle est complexe, parce que historiquement,
de mouvements armés sous forme de groupes écument, on le trouve depuis l'histoire, on peut même aller précoloniale avec les mouvements Nyota et aux autres de résistance, pour arriver à l'indépendance avec les rébellions qui ont eu lieu, avec le mouvement mouléliste, qui ont laissé des traces dans cette zone orientale, et jusqu'à ces jours. Mais globalement, il y a deux types de groupes armés. Les groupes armés nationaux et les groupes armés étrangers. Mais entre ces deux groupes, il y a des liens, des franchises. Alors, quelle est l'origine? Vous avez dit la faiblesse de l'État. Oui, parce que ces groupes prolifèrent sur ce qu'on appelle le Congo oriental. Donc à partir de la province de Haut-Ouélé, où on a trouvé deux groupes déjà étrangers là-bas, les groupes armés soudanais écumaient cette partie du parc national de Naguero, donc ce sont des espaces vides qui se développent. Et vous descendez de l'Haut-Ouélé, donc vous trouvez encore d'autres groupes armés maintenant dans l'Ituri, autour du conflit qu'il y a eu entre les Ema et les Helendu, qui ont fait naissance à plusieurs groupes, jusqu'aujourd'hui on couvre maintenant le Codeco, les Chinia Zahir et autres. Chinia Mulima, Zahir et autres. Vous descendez dans le nord Kivu, vous trouvez les ADF, Nalou, qui ont prospéré. Je crois que Nikez est mieux outillé pour décrire cette situation. Mais il y a aussi toute une myriade de Maïmaï, des Maïmaï Mazembe, des Maïmaï et autres. Vous avez les Niatura et les Nord Kivu. Vous avez de multiples de groupes. Bon, au nord, au sud Kivu aussi, vous allez trouver quelques groupes, notamment du côté des Minembwe, avec les Goumino, mais aussi des groupes burundais qui sont là, les Red Tabara et autres, et d'autres groupes jusqu'au nord Katanga, vous allez trouver des Maïmaï et autres. Donc, on arrive à une constellation de groupes qui prospèrent dans cette zone. C'est vrai ce que vous dites, que l'absence de l'État. Oui, parce que l'État, tel qu'il est défini en sciences politiques, c'est le monopole, l'entreprise politique qui réclame le monopole de la violence physique légitime. Et que l'État ne peut pas accepter que même un citoyen, un seul, puisse porter une arme sans son autorisation. Alors lorsque ces groupes prospèrent, c'est donc un problème de ce qu'on appelle pudiquement l'absence de l'autorité de l'État. Mais au-delà de l'absence de l'autorité de l'État, il y a maintenant l'exploitation de ressources minérales illégales qui, n'est-ce pas, permettent à ces groupes de prospérer. Et un troisième élément, c'est que ces groupes armés locaux ont des liens avec les groupes armés étrangers, parce que quand on voit par exemple les FDLR et autres, ils ont créé des franchises avec un certain groupe de Niatura, tout comme les groupes comme les M23, c'est un groupe profondément Tutsi qui alimente aussi un certain nombre de groupes. Voilà. Et puis après, voilà, donc il y a des groupes locaux, des groupes régionaux et des États qui en permettent ou soutiennent ou laissent prospérer ces groupes parce que ces groupes permettent une exploitation indirecte de ressources qui servent à ces États. Professeur, à suivre votre argumentaire, je comprends la complexité de la question. Il y a beaucoup d'interférences. Vous parlez des États voisins, vous parlez des groupes qui ont des ramifications, qui ont des connexions avec d'autres groupes. Professeur
Abbé Jean Bosco Obala, vous êtes coordonnateur national du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Vous maîtrisez très très bien. Mais la question, quels sont les facteurs de création des naissances qui ont présidé à la naissance de tous ces groupes armés qui pullulent dans l'Est du pays? Merci beaucoup, Oscar. La question que vous posez elle-même mériterait tout un plateau, parce que c'est la question fondamentale. D'où viennent ces groupes armés? Pourquoi y a-t-il tant de groupes armés? Mais je vais revenir en arrière pour étayer ce que mon aîné, le professeur Ndjouli, était en train de dire. En fait, les gens croient qu'il n'y a de groupes armés qu'à l'est du pays, parce que c'est là qu'il y a l'actualité. Mais non. Il y a d'autres groupes armés qui ont proliféré à l'ouest, au nord. Vous connaissez les Enyélé à l'équateur. Vous savez, la dernière flambée de violence qu'on a eu avec les Kamwena Sampo Kasaï. Et vous savez également qu'aujourd'hui, à la porte de Kinshasa, nous avons les Mombondo et tout le reste, les Bakata Katanga au Katanga et actuellement dans la Chopo, des tribus qui se battent. En fait, les groupes armés dans notre pays, c'est un problème national. C'est pour ça que justement, le PDDRCS est un programme national, parce qu'il doit s'adresser justement à toutes ces questions de la transformation des conflits, du retour de la paix et de la pacification. Et ça, c'était pour juste vous donner. Mais aussi, quand vous commenciez votre présentation, vous avez donné un chiffre que je voudrais tout de suite contester, parce qu'il n'y a pas 150 groupes. Et je vous ai vu... Oui, tout de suite j'ai réagi, parce que c'est quelque chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. Dès que nous avons commencé notre travail, il y a 4 mois, et nous avons commencé une nouvelle cartographie des groupes armés. Nous avons voulu les choses ont évolué dans l'entretemps. Oui, les choses ont évolué. Il y a vraiment moins de 70 groupes armés actuellement. Moins de 80 groupes armés, en tout cas, dans le pays. Mais d'autres analyses vont vous battre en brèche. Nous allons vous dire pourquoi. Et voilà pourquoi, justement. Vous les catégorisez ou bien vous Je vais les catégoriser, si vous permettez, je vais les catégoriser. En fait, nous avons fait une cartographie des groupes armés, d'abord locaux, les groupes armés nationaux, comme on dit, qui vont dans les groupes d'autodéfense, les groupes de résistants, tous les autres groupes qui se forment, qui font même, vous l'avez bien dit, monsieur le professeur, et du banditisme local, qui sont dans les champs miniers, etc. Nous avons des groupes armés étrangers qui sont connus, qui ont été déjà de nombreux, qui viennent des pays voisins, qui viennent soit de l'Ouganda, les groupes qui ont été, vous les connaissez, les LRA, etc. Nous avons, je vais mettre certains groupes dans l'autre catégorie, nous avons des groupes armés qui viennent du Burundi, les FNL, les FLN, il y a tous les Red Tabara et les autres. Il y a les groupes qui nous sont venus du Rwanda, comme les FDLR et tous ces démembrements que vous connaissez. Mais il y a aussi les groupes radicaux qui sont venus surtout de l'étranger, que nous appelons les groupes terroristes, qui ont été catégorisés. Dernièrement, on a mis tous ces groupes dans une seule catégorie. Par exemple, les ADF Nalou, qui sont dans le grand... Nous avons tous ces groupes comme le M23, RDF, qui commence à changer de nom tout le temps, et que nous catégorisons parmi les groupes terroristes, parce qu'ils pratiquent les mêmes méthodes terroristes. Ça a été accepté. Et ma question demeure, professeur Abbé Bala, oui. Qu'est-ce qui est à la base de la création de tous ces groupes armés qui pullulent? Voilà. Au début, dans les années 60, lorsque sont nés les mouvements de contestation et de rébellion, comme la rébellion mouléliste, etc., il y avait cette revendication d'autonomie, d'indépendance par rapport à la situation politique floue qui était en ce moment-là. Il y a eu des groupes qui sont restés, des ramifications de ces groupes, comme vous le savez, jusque dans les années 70, il restait encore des groupes là à Fizi, dont sont issus les groupes que gérait M. Laurent Désiré Kabila, vous vous rappelez. Il y a des groupes qui sont restés latents dans l'est du pays. Et il y a aussi maintenant la nouvelle création de ces groupes
qui sont nés dans la nouvelle vague après le drame du Rwanda. Parce que la plupart de nos groupes armés que nous avons connus après le drame, c'est de ça que nous parlons. 30 ans, ça suffit. Vous voulez parler du génocide rwandais? Du génocide rwandais. Après les génocides, des groupes qui sont nés, rwandais, il y a des qui groupes sont installés en RDC. qui sont nés d'abord à la suite de l'envahissement de notre territoire par non seulement les réfugiés rwandais, accompagnés de leur armée, de toute l'armée rwandaise qui est venue, avec le mouvement Interahamwe, tous ceux qui avaient commis les génocides, qui sont venus. Et certains groupes sont nés pour se protéger, se défendre contre les exactions que commettaient maintenant les groupes armés étrangers sur nous. Voilà comment ça a commencé. Mais alors, d'autres groupes sont nés de revendications purement foncières, de revendications de succession, de revendications de terre, de revendications socio-économiques. Et ces groupes là-bas, il faut savoir que ces groupes existent. Dans le Nord Kivu ou bien en Ituri, vous avez des groupes qui sont nés parce que justement, ils avaient cette connotation ethnique. Vous savez comment est né le Codeco. C'était vraiment une histoire qui était simplement une coopérative de développement. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Puis après, ils se sont radicalisés. Alors vous savez comment... Voilà. Je reprends alors les rapidement dans 30 secondes, oui. Dans 30 secondes, je vous dis ceci. Lorsque nous avons été à la conférence de Goma, en 2008, fin 2009, pour parler de la sécurité et de la paix dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Conférence qui était présidée par l'honorable Vital Kamerhe avec Feu l'abbé Malou Malou, et nous étions dans l'équipe de cette conférence. Nous avions en face de nous 7 groupes armés. C'est avec ces 7 groupes armés qu'on a signé l'accord qui a abouti à la création du programme Amani, etc. Mais en 2021, un ami nous a associés à une enquête qu'il faisait pour savoir quels étaient les groupes armés qui existaient en République démocratique du Congo. Jason Sen, pour ne pas les citer. Il a dénombré 120 groupes armés tout au long de l'Ituri. Là, c'est en 2021. Ça, c'est en 2021. Et voilà justement, l'équipe que nous avions remplacée au PDDSS, dans un de ses rapports, avait fait état de 252 ou 260 groupes armés. C'est que ce nombre-là nous indique que quelque part, il y a une chose qui ne marche pas. Comment cette prolifération de groupes armés s'est faite au moment où nous avions ici la MONUC d'abord, la MONUSCO qui était censée justement lutter contre les groupes armés. Ça, c'est la première question qu'on peut poser. Comment cette prolifération s'est faite? Parce que les chiffres là qui est passé de 120 à 200, c'est après l'accord de Nairobi 3, où on a invité les groupes armés à Nairobi. Chacun donc a commencé à se faire inscrire comme chef de groupe armé pour pouvoir participer. Je dis ceci, les groupes armés ont, c'est vrai, des causes qui sont sociales, qui sont des revendications politiques peut-être, qui sont des revendications de terre, qui sont des revendications venant de l'extérieur, exactement. Mais il y a aussi le fait que chacun croit qu'il peut devenir interlocuteur du gouvernement. Ce sont les accords chaque fois qu'on fait avec les accords qu'on fait avec les responsables des groupes armés, les gens à vouloir qu'ils doivent partager les gâteaux, se partager des postes de responsabilité. Mais ce n'est pas seulement cela, nous y revenons. On va y revenir, Nike Belloka, beaucoup de groupes armés, surtout une forte concentration dans l'espace Kivu. J'ai fait allusion ici au Nord Kivu, il y a beaucoup de groupes armés locaux qui se côtoient avec des groupes armés étrangers, qui ont même des ramifications avec des pays voisins. Comment vous interprétez ces tableaux? Oui, merci beaucoup. Il faut dire d'abord que moi, je prends un passé récent. Ce mouvement prend de l'ampleur en 86. En 86, dans le sud Lubero, les Nandais se rendent compte que certains Nandais ont vendu des terres à des Congolais d'expression Kinyarwanda. Et dans cette peur de voir ces Congolais d'expression Kinyarwanda envahir les Lubero, on crée les Ngilima,
qui va chasser les Ngilima, c'est les Nande, un peu des Nyanga et les Hunde, qui vont chasser ceux que nous appelons les rwandophones. Mais en 90, avec l'histoire de la conférence nationale souveraine, donc avant la conférence nationale souveraine, il y a le recensement des Congolais. Et ce recensement, quand ça arrive au Kivu, ça pose problème de la nationalité. Et dans ce recensement-là, les groupes armés, enfin les communautés ethniques créent des groupes armés pour empêcher ou pour se protéger. Ça, c'est la raison qu'ils donnent. Parce que nous sommes dans une région où il y a la compétition foncière, c'est-à-dire l'espace vital, la terre comme un soubassement de tout, où il y a la guerre entre l'éleveur et l'agriculteur. Alors, il y a un grand incident qui va se passer, je pense en 92, en Toto, dans les Walikale, où les Nyanga vont s'affronter aux Hutus. Alors, on parlera de la guerre des autochtones contre les non-autochtones. Et si je vous comprends bien, donc, la raison de la création de la naissance de ces groupes armés, c'est des questions de terre. Question des terres. Protection des terres, protection des espaces. Mais ces protections-là ou ces groupes armés, peut-être sans le savoir ou sans le vouloir, ont préparé les lits à la guerre du Rwanda. Pourquoi? Parce que d'abord vous avez la guerre entre autochtones, c'est comme ça qu'il se disait, autochtones contre les rwandophones ou les immigrés. Mais après, en 93, il y a la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Et il y a prolifération des armes de guerre dans cette partie de la République qui va affaiblir davantage le pouvoir coutumier, qui va affaiblir aussi pratiquement la solidarité ou la cohabitation pacifique. Et enfin, en 94, comme tout le monde le sait, il y a le déversement des Rwandais sur le sol congolais après. Et le génocide rwandais a joué un très grand rôle dans la déstabilisation de la partie orientale de notre pays. Oui. Et avec tous ces réfugiés qui ont été déversés au pays. Mais avec le temps, avec l'évolution, le professeur Jacques l'a dit, M. Labbé aussi l'a dit, avec l'évolution, les groupes armés vont finalement occuper des concessions minières ou des carrés miniers. Ils vont cesser de protéger ou l'alibi de protection de leur communauté pour faire effectivement les business. Ceux qui avaient des fermes montaient des groupes armés pour protéger leurs fermes. Mais avec le temps, comme la loi interdit à quelqu'un d'avoir un groupe armé, ils vont les laisser. Mais cette lecture est un peu différente de l'Ituri. Rapidement pour l'Ituri. Rapidement, je vous donne une minute. Ituri, avec des groupes armés plus locaux qui défendent des communautés, c'est ça? Oui. Rapidement pour l'Ituri, le problème se pose avec la loi Bakajika sur l'inattaquabilité de certificats. À l'entrée de l'AFDEL, la plupart des Emma vont acquérir des terres sur lesquelles habitent les populations paysannes ou catéchimènes lendo. Et avec l'aide de l'Ouganda, ils vont chasser, ils vont déguerpir les lendos. Les lendos vont se venger pour attaquer les plantations des Emma. Et c'est à ce moment-là que la guerre entre les lendos et les Emma va commencer. Le conflit lendo-Emma va prendre de l'ampleur. Les lendos vont finalement, des gris-gris vont passer à l'utilisation des armes. Et le conflit va enflammer tout l'Ituri. Donc c'est un conflit identitaire au niveau de l'Ituri. Merci Nikez, honorable Juvenal Mounoubo. Donc les motivations, les revendications sont les mêmes pour tous les groupes armés. Alors, les motivations sont multiples, comme vous venez de l'entendre, après avoir écouté mes prédécesseurs. Et la question date. C'est une question actuelle, mais c'est aussi une question ancienne, en fait. Avant l'indépendance, déjà sous la colonisation, il y avait des mouvements de résistance. On a parlé des Kitawala, contre la force publique, révolte des Batetela, etc.
Après l'indépendance, c'était des gens qui revendiquaient la mort de Lumumba, l'assassinat de Lumumba. Alors, son ministre de l'Éducation dans les Kwilu lancera une rébellion. C'est la rébellion moléliste qui s'est étendue à l'Est, à Kisangani, Stanleyville, qui était occupé à un moment par Christophe Beignet, au Kivu avec Soumialo, ainsi de suite, grâce à l'intervention de notamment l'aide américano-belge. On a pu libérer ces espaces, l'implication de Mobutu aussi qui était à la tête de l'armée. Alors, des résidus, je confirme ce qu'a dit M. l'abbé Jean Bosco Baala, des groupes résiduels en effet sont restés au Kivu, au site Kivu. Avec, je confirme aussi ce que vient de dire Nikez, avec les génocides rwandais, beaucoup d'armes sont entrées dans notre territoire. Et il y a eu prolifération, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Alors, quelles sont les motivations, quelles sont les raisons? Il y a l'accès à la terre, évidemment, il y a la question foncière, qui n'est pas toujours très bien gérée aussi devant les cours et tribunaux aussi, parce que quand vous voyez dans les cours et tribunaux, la manière dont la justice elle est rendue, ça laisse des frustrations, etc. Juvenal, peut-être une parenthèse, 80%, selon les renseignements que nous avons eus, 80% des dossiers qui sont pendants et qui sont traités par les cours et tribunaux concernent plus les affaires foncières. Oui, je fais mon stage au parquet des grandes instances de Goma, mon stage quand je finissais mes études de droit. Et donc, je confirme ce que vous dites. Et beaucoup de dossiers, c'est des litiges de droit privé, c'est des litiges fonciers. Alors, il y a ceux qui vendent des terres, ils les vendent peut-être à vil prix, et ils se rendent compte qu'ils ont vendu à vil prix. Ils cherchent comment les revendiquer. Alors, ceux qui ont acheté ces terres pensent que la manière de se défendre, c'est d'acheter des armes. Ceux qui ont des bétails, des vaches, ils ne savent pas là où ils vont nourrir leurs vaches. Ils vont là où il y a les agriculteurs. Les agriculteurs disent, voilà, ils sont attaqués parce que les vaches détruisent leur culture. Alors, il y a les conflits, je confirme, entre éleveurs et agriculteurs. Et vous verrez les éleveurs qui achètent des armes, qui gardent des bétails avec des armes, des agriculteurs aussi qui achètent des armes. Pour se protéger. Pour se protéger. Parce que l'État ne fait rien, justement. Oui, il faut aussi ajouter ce déficit un peu de l'autorité de l'État, qui date depuis le début des années 90. Ça a ajouté à ça aussi. Il y a cette peur-là que voilà, le Rwanda serait en train de vouloir manipuler certaines communautés contre les communautés considérées comme autochtones. Alors, ça a fait à ce que ça puisse exploser, vous l'avez bien dit, en toto, dans le Walikale. Surtout lorsqu'on a vu à un moment donné les Hutus congolais et les Tutsis, lorsqu'ils ont réussi à un moment donné à se mettre ensemble. Et puis, on a vu à un moment donné qu'il y avait une certaine main étrangère derrière. Il y a eu des tentatives de rapprochement communautaire aussi, qu'il faut souligner, les barzans intercommunautaires. Mais ça n'a pas fait long fait. C'est des tentatives, mais à un moment donné, ça s'est disloqué. Il y a eu des efforts aussi, des dialogues en ce moment-là maintenant. Surtout avec l'ancien régime sous Joseph Kabila, il y a eu des dialogues qui ont été organisés, des accords qui ont été signés. Alors, dans les revendications des groupes armés, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils revendiquent souvent? La reconnaissance des grades, l'amnistie et tout, parfois des postes politiques. Mais à un moment donné, l'intégration... Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant une sorte de prime de guerre? Oui, ils réclamaient aussi l'intégration dans l'armée. À un moment donné, on les intégrait même. C'est pour cela qu'on a parlé de mixage. Avec les grades sans tenir compte du profil. À un moment donné, quelqu'un qui était colonel, considéré comme colonel dans un groupe armé, prenons les CNDP de Laurent Nkunda. Souffrait que je le dise, il ne savait peut-être même pas écrit, mais on lui pompe le même grade dans l'armée nationale. Oui, là, Tebero, ou qui relie, il s'est dit qu'il est colonel, et puis il se retrouve, après un accord de paix, signé avec les CNDP, il se retrouve colonel des FARDC. Merci, donc, il y a eu des réalités comme ça, et puis à un moment donné, rapidement, on s'est rendu compte que ces intégrations en vrac, comme ça affaiblit l'élan de la réforme du secteur de sécurité. Et donc actuellement, sous le leadership du président Tshisekedi, on est assez frilé d'intégrer les éléments des groupes armés dans notre armée parce qu'on est conscient, tirant les leçons du passé, que la meilleure option pourrait, celle d'EDR. C'est le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et je vois le professeur Jean Bosco Baala en train de
de hocher la tête. Il est parfaitement d'accord avec vous. C'est le travail qu'il a. Mais avant peut-être que je le prenne, professeur Jacques Njoli, il y a cette dynamique à l'interne qui est en train de prendre de l'ampleur. On a parlé des groupes armés. Il y a aussi des groupes Maïmaï, des groupes d'autodéfense Maïmaï, là où la population sent qu'elle n'est pas sécurisée. Elle subit des rapts, des enlèvements, des vols. Elle se prend en charge. Et il y a même des mouvements qui sont en train de naître. Une dynamique interne, notamment avec le Ouazalendo. Comment vous appréciez? Est-ce qu'un jour, ces mouvements ne vont pas revendiquer des choses parce qu'ils sont en train de contribuer au travail que devrait faire en principe l'État congolais? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on revient aux fondamentaux, au fondamental, comme je l'ai dit. C'est quoi un État? C'est quoi ce qu'on appelle le pouvoir régalien? C'est être capable de protéger son territoire et sa population. Lorsqu'on recourt à la théorie de naissance de l'État, l'État, c'est une puissance. Et quand on parle de puissance, c'est la souveraineté. La souveraineté s'exprime par l'armée. Donc, au départ, il faut, n'est-ce pas, que l'État puisse répondre à cette question. Et que la sécurité ne soit plus assurée dans les cadres ethniques Par chaque ou communauté, par chaque communauté. Groupe armé. Ou même parce que j'ai beaucoup de respect pour les Ouazalendo. Nous avons élaboré la loi sur la réserve armée de la République. On a été très, très prudent Nous en pour parlerons, savoir nous en qui parlerons peut faire justement partie dans de la cette émission. réserve armée de la République. Donc, au cœur ou au fond, au centre de l'État, il y a la capacité d'organiser, d'opéraliser son système de défense. On ne peut pas accepter qu'un groupe armé étranger, parce que cette partie orientale, malheureusement la plus utile de notre pays, c'est vrai qu'il y a des Mobutu, mais cette partie-là est devenue un enjeu à la fois politique, mais surtout économique, des pillages. Alors, sur ces terres-là, je prends le territoire de Béni, 40 km². Il faut qu'on puisse maîtriser ces territoires carrés. On ne peut pas commencer aujourd'hui, on dit, on a éliminé les ADF, ils sont restés à 100, et un mois après, il y a encore... Donc, il y a un concept assez complexe que j'ai tiré d'un professeur de l'université de Béni, la skylopéisation, c'est-à-dire la putréfaction de cette zone par cet surarmement de groupes armés. Il faut nettoyer cette plaie-là. Donc, il y a cette affaire-là. Donc, il faut que l'État assure la sécurité de bien des personnes et que ce ne soit pas les Nandés, les Houndés, les Nyanga, les Tembo, les Tutsis, les Hutus, les FDLR, les Foka. C'est cela le problème. Ça, c'est un idéal, professeur. Mais pour le cas d'espèce, nous devons quand même saluer le travail fait, battu par les résistants, par exemple, Ouazalendo, qui sont en train d'accompagner les forces armées. Tout à fait. C'est une mission. Quand vous lisez l'article 63 de la Constitution, la mission de protection de la République appartient à tout citoyen. Et lorsque les Ouazalendo se mettent pour protéger les territoires, il faut le faire. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Mais ça fait plus de 2 ans maintenant que Bunagana est occupé. Que Rumangabo est occupé. Que la guerre est autour de Goma, de Saké, de Kibumba. Donc il faut revenir au fondamental, c'est-à-dire restaurer l'autorité de l'État par une armée réformée qui doit assurer son rôle, et 2, démobiliser, désarmer, réinsérer ceux qui veulent ou ceux qui doivent. Il semble peut-être, M. l'abbé le dira, 90%, parce que j'ai été pendant plusieurs temps à l'Itoulie et à l'autre, 90% de ces hommes-là sont prêts à rejoindre son processus. Peut-être lui-même. Monsieur l'abbé Jean Bosco, voilà, pourquoi ça fait plus d'une année ou 2 que le processus est là. Il y a même, lors de nos visites,
on arrivait dans des camps où les gens ont attendu les programmes, le programme ne vient pas. Ils disent, bon, on rentre un peu dans la forêt, quand vous serez prêts, nous allons revenir. Donc, il faut assurer, n'est-ce pas, cette restauration de l'autorité de l'État, cette capacité organisationnelle, opérationnelle, d'assurer l'intégrité de nos frontières et la sécurité de biens de personnes par les forces armées, ensuite les réserves armées et peut-être d'autres mécanismes internationaux. Tant qu'on ne reviendra pas sur ces fondamentaux, nous aurons toujours cette partie utile, je vous l'ai dit, de notre territoire et nous ne serons pas capables de prendre les ressources pour assurer le développement et la prospérité de la nation. Merci, professeur Jacques Njoli. Je pense que ce sont des défis à relever par rapport aux fondamentaux pour reprendre vos propres termes. Monsieur l'abbé Jean Bosco Obaala, vous avez un grand travail à battre au regard de la complexité de la question des groupes armés. Le professeur Jacques Njoli l'a dit tout tantôt, il y a des groupes armés, des éléments qui veulent s'y rendre, mais parfois ils ne savent à quelle porte frapper. Merci Oscar. Je ne voudrais pas que nous puissions occulter l'histoire. La situation que nous vivons actuellement est particulière. Nous sommes en face d'une situation de guerre qui nous est imposée par un voisin turbulent. Il l'a toujours été depuis même le XVIIIe siècle. Mon peuple, chez les Bashi, nous avons eu 3 siècles de combat avec eux. Et leur dernier roi conquérant, c'est mon grand-père qui l'a abattu sur le lac Kivu. Vous voulez parler du Rwanda? Oui, c'est Kigeri IV. C'est mon grand-père Nyarukemba qui l'a. Donc je sais très bien que nous avons une histoire longue de toutes ces guerres. Mais il faut revenir à ceci. Lorsque le chef de l'État prend le pouvoir et commence son mandat en 2019, il vient à Bukavu pour inaugurer l'IITA, l'Institut international des techniques agricoles, et il réunit son conseil de sécurité à Bukavu pour demander aux 5 gouverneurs qui étaient à l'est là-bas sur la ligne de front, et surtout à 3 parmi eux, c'est-à-dire ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, de faire un nouveau concept, un nouveau programme pour mettre fin à la prolifération des groupes armés. Parce qu'il avait promis à la population que moi, je vais même donner ma vie pour que la paix revienne à l'est. Et c'est en ce moment-là qu'on crée ce qu'on appelait le comité interprovincial d'appui au programme de désarmement pour pouvoir corriger peut-être ce qui se passait avant dans les anciens programmes. Pour que désormais, celui qui veut quitter les groupes armés, celui qui se rend, n'est-ce pas, ne soit plus au centre de l'attention, parce qu'en ce moment-là, dans les anciens programmes, on lui donnait un kit de désarmement, on l'envoyait à Kamina pour qu'il entre dans l'armée, etc. Mais que ce soit la communauté qui soit au centre, que lui redevienne un acteur de développement dans sa communauté, pour qu'il puisse, pour que la paix revienne définitivement. Et le chef de l'État promet ceci. Il dit, moi je vais combattre les groupes armés qui vous font, qui font que vous manquez de sécurité et que vous créez des groupes armés pour vous défendre. Et c'est ça l'opération, Sokola 1, Sokola 2, c'était contre les groupes armés étrangers, n'est-ce pas? Et il demande que l'on puisse commencer à conscientiser les groupes armés à pouvoir rentrer dans un programme de désarmement qui est nouveau. C'est comme ça qu'on a créé le camp de Mubambiro avec 3000 hommes qui étaient venus du Nord Kivu et du Sud Kivu et qui étaient là-bas. On a désarmé un certain Mahesh et nous apprenons qu'il se pose... Et 585 personnes qui étaient là-bas. Nous apprenons qu'il se pose un problème de prise en charge. Justement, au niveau du camp de Mubambiro, des rendus non, il n'y a plus de gens donné, au camp de Mubambiro. Ou dans d'autres camps que vous encadrez, mais il y a des rendus qui sont là, mais la prise en charge pose problème et d'autres sont rentrés dans la brousse parce qu'ils ne sont pas encadrés. Oui, laissez-moi donc vous raconter cela. En réalité, si on revient donc, je voulais donc raconter l'effort que le chef de l'État avait commencé, a dit, je commence un nouveau programme. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau international? Pourquoi nous avons signé tant d'accords, par exemple,
depuis Sun City, en passant par Entebbe, Lusaka avant, nous avons été à Libreville, nous avons été à Nairobi, Goma, Entebbe, etc. Pourquoi nous avons été au dernier accord de Kampala où nous n'avons pas signé d'accord? Parce que justement, nous n'étions pas d'accord avec ce que les autres étaient en train de proposer, c'est-à-dire une prise de terre, s'accaparer de nos terres et pouvoir nous... Pourquoi on a refuser ce vocabulaire brassicole dont on vient de parler ici, brassage, mixage, vous l'appelez malaxage. Vocabulaire brassicole? Oui, on ne brasse pas les hommes, on ne malaxe pas les hommes. Oui, il fallait donc faire entrer n'importe qui dans notre armée, et des violateurs des droits de l'homme, des gens qui n'avaient aucune compétence pour qu'ils... C'est ça qui affaiblit notre armée. Le chef de l'État a dit, je veux créer une nouvelle armée, une armée réformée. Et je veux faire entrer donc l'autorité de l'État. Pendant ce temps, je vais éradiquer le phénomène des groupes armés. Voilà comment il a voulu concevoir ce nouveau programme. En même temps qu'il faisait la montée en puissance de son armée, pour que les gens qui tenaient les armes pour se protéger puissent savoir que l'État va revenir. Ce programme-là, il le faisait en même temps qu'il concevait ce qu'on appelle le programme 145 de développement de 145 territoires. L'autorité de l'État, c'est quoi? C'est un infirmier dans un village, c'est avoir un administrateur dans un village, c'est avoir un enseignant dans un village, c'est savoir qu'il y a une école, qu'il y a un endroit où on peut puiser de l'eau. C'est ça l'autorité. Alors, je vous interromps. Finalement, si nous revenons à ce dont nous parlions ici, comment vous allez dire à quelqu'un qui porte une arme, qui vivait avec une arme, de déposer son arme si les pays voisins fabriquent chaque jour de nouveaux rebelles, de faux rebelles? Vous savez comment le Rwanda s'est mis à fabriquer depuis l'AFDEL. L'AFDEL, on est passé au RCD avec les nombreuses dénominations, n'est-ce pas? Après le RCD, ils nous ont fabriqué qui? Ils nous ont fabriqué le CNDP. Nous avons signé un accord avec le CNDP le 23 mars 2009. J'étais membre de l'équipe de négociation. Eh bien, après cet accord, ils ont créé encore un autre mouvement du 23 mars, en prenant donc la date de la signature de l'accord que nous avions fait en 2009. Nous sommes retrouvés avec le M23, RDF, et après le M23, l'ancien pouvoir a décidé de ne pas continuer les négociations avec eux, et ils ont décidé de taper sur eux. On a utilisé la méthode forte, et le 5 novembre 2013, vous vous rappelez, eh bien, le M23 a été vaincu à Tchanzu, n'est-ce pas? Il a été vaincu à Tchanzu. Et ils sont partis, et pendant 9 ans, on n'a plus entendu parler d'eux. Ils sont revenus encore. Vous comprenez que vous ne pouvez pas faire la paix si vous ne parvenez pas à convaincre aussi les autres de pouvoir vous donner la paix. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quand vous parlez des autres, les autres là, c'est qui exactement? Les autres, ce sont les pays voisins. Que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda. Et vous croyez en leur sincérité? Quelle est la motivation? La motivation est claire. Ils ont un problème de terre. Ils ont un problème économique. Ils ne peuvent pas vivre sans la prédation. Et le Rwanda, particulièrement après la catastrophe de leur génocide, le Rwanda est sur une poudrière. Le jour où, justement, les victimes qui sont en train de faire aujourd'hui du côté d'une partie de leur peuple, le jour où ce peuple-là va se réveiller brutalement, ça peut être très grave pour eux. Et pour le moment, ce régime ne peut survivre que grâce à la guerre qu'ils font au Congo, que grâce à la sous-traitance qu'ils font à propos de nos minéraux. Jean Bosco, donc vous comprenez que... On va vous donner tout le temps, vous allez parler. Je voudrais... Je ne sais pas si le professeur Ndjiri voulait ajouter quelque chose. Non, je voudrais simplement ajouter que lorsque nous parlons de notre capacité organisationnelle, c'est que nous avons à l'esprit la vision de gestion militaire de nos deux pays voisins là-bas. Ce sont des régimes militaires et leur approche de gouvernance est de type militaire. Quand vous parlez des deux pays, c'est-à-dire du Rwanda et de l'Ouganda, leurs stratégies peuvent évoluer, mais dans leur schéma, ils veulent faire de cet espace-là, l'espace Nord Kivu, notamment de Béni, autres. Moi, j'ai longtemps, ils croient pouvoir faire un sultanat du côté de Béni, pour que ce soit le prolongement économique de leur espace vital.
Tout comme le Rwanda profite d'ailleurs de l'économie de pillage. Quand vous voyez l'économie ougandaise, il y a une exportation de plus ou moins 4 milliards et demi d'or. Mais c'est l'or qui vient de groupes armés. Donc nos groupes armés, c'est malheureusement une manipulation du grêlot ethnique, du grêlot sécuritaire qui est créé par les autres, par ce qu'on appelle une stratégie indirecte. Quand vous lisez le document stratégique du Rwanda, ils disent qu'il doit faire les deep operations. Donc, ils fabriquent le groupe, ils manipulent le groupe. Quand vous prenez le groupe, par exemple, les EMA, lorsque les EMA se battaient, les armes viennent de tous ces groupes armés. Le Congo n'a pas une usine de fabrication des armes. Donc, ces armes sont fournies par ses voisins en échange du commerce de l'or et des autres mines. Donc, voilà le fond. Nous sommes en guerre, une guerre qui n'est plus seulement géopolitique, une guerre qui est devenue géoéconomique, mais que nous devons déployer notre intelligence pour, n'est-ce pas, maîtriser. Parce que ces groupes armés, on ne va pas continuer à les supplier, comme on dit, non, venez, on va vous donner des grades. Il faut les frapper. Mais tant que vous ne les frappez pas, ils ne viendront pas. Il faut une organisation. Donc, on va passer des 70 groupes armés à 140 et parfois 220. On leur donne des costumes pour aller à Nairobi négocier. Mais on ne s'en sortira pas. Mais qu'est-ce que Belle, on ne s'en sortira pas des groupes armés qui veulent être en costume, négocier sur le partage du gâteau. Donc, les velléités économiques expansionnistes restent. Oui, naturellement, les velléités restent. Le professeur Jacques Jolia dit des choses très importantes et pertinentes. Les groupes armés, au départ, ont dit qu'ils existaient pour protéger leur communauté. Cela signifie que chaque communauté connaît le chef ou les composantes du groupe armé qui la protège. Et cela signifie aussi que le chef de la communauté peut parler au chef du groupe armé parce que le groupe armé défend la communauté. Et mutatis mutandis, si on veut de la paix, il faut passer par les chefs de communauté ou les notables des communautés, ce qui ne se fait pas. Parce que les groupes armés sont entrés dans une dynamique de prédation où dans leur lecture de la survie, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que le commerce des minéraux qui compte. Et ils le font avec le Rwanda, ils le font avec le Burundi, ils le font avec l'Ouganda, ils le font avec la Tanzanie aussi. De ce point de vue-là, les groupes armés qui étaient Maï-Maï, qui étaient autodéfense, ne sont plus des groupes armés qui protègent la République, mais des groupes armés qui profitent des carrés miniers sur lesquels ils sont assis pour aider à la prédation. Et donc, la responsabilité est partagée. C'est vrai, la sécurité appartient à tout le monde. La faillite de l'État, oui. Des gouverneurs ou des autorités émanant des communautés locales, parce qu'à l'époque de Mobutu, c'était la territoriale des non-originaires. Et lorsque vous passez à Goma, tout le monde a vanté Konde Vila Kikanda, qui a même été élu à Goma alors qu'il n'était pas du Nord Kivu. La politique, la territoriale des originaires a renforcé l'insécurité. Elle a montré ses limites. Vous voulez qu'on revienne à cet ancien système? Non pas qu'elle a montré ses limites. Avec des gouverneurs qui sont nommés la territoriale des non-originaires, c'est ça? Non pas qu'elle a montré ses limites, mais a renforcé pratiquement comment je peux appeler, a renforcé la crainte même que nous puissions perdre l'État, de perdre notre nation. Donc il faut tout revoir. Revenir à la territoriale des non-originaires, c'est pas seulement, c'est peut-être une des solutions, mais il faut revoir tout en bloc et comprendre le nouveau système de défense. Parce que vous allez, les FRDC, quand ils combattent les groupes armés, ce sont les groupes armés locaux qui sont des béquilles des groupes armés étrangers. Et à ce moment-là, eux, ils maîtrisent le terrain. Et Nikes Kibelbe, tout cela, à la base, c'est la traîtrise des Congolais. Les gens qui sont assoiffés de l'argent, qui sont capables de vendre même leur pays pour gagner du gain. Mais effectivement, mais regardez, quand nous prenons
les groupes armés créés par le Rwanda et l'Ouganda, vous allez comprendre que l'aspect politique est confié aux Congolais, si vous voulez l'expression des pères et des mères. C'était d'abord quelques groupes armés créés par l'Ouganda et le Rwanda. Et mais voilà. commençons par l'AFDEL, créé par l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Le dirigeant... L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Pour la libération, pas du Congo, pour la libération. Pour la libération de M. Laurent Désiré Kabila. Oui, c'est-à-dire que dans leur tête, le Congo ne peut pas être libéré. C'est nous qui ajoutons du Congo. L'AFDEL n'a pas laissé. Donc vous avez Mouzé. Quand vous prenez le RCD, au départ, vous avez le professeur Wamba, vous avez le professeur Lunda Boulou, vous avez Emily Lunga, Zaïdi, ainsi de suite. Vous prenez le MLC, vous avez le VPM Jean-Pierre Bem. Vous prenez le RCD Kisangani, vous avez Wamba, Moussa Nyamwisi, Tibasima. Le RCD Congo, vous avez King Kemoulum, ainsi de suite. Le RCD national, Roger Lumbal. Maintenant, tous ces mouvements, c'est l'émanation de l'étranger. Fabrication. Alors, vous comprenez que les chefs politiques sont des Congolais. Mais les chefs militaires ne sont pas des Congolais. Peut-être à une exception près du MLC à l'époque. Mais tous les autres partis, les chefs militaires, quand vous prenez le CNDP, le M23, vous pensez vraiment que c'est qu'on décide à Kigali passe par Bertrand Bissimo ou bien par Corneille Nantes. Mais les paravents sont des Congolais, les paravents, c'est les qui sont présentés. Exactement. C'est ça, effectivement, l'instrumentalisation des Congolais. Parce que vous avez parlé de la conscience. Donc, lorsque nous prendrons conscience que nous sommes dans un jeu de manipulation, nous sommes dans un jeu d'instrumentalisation, parce qu'on peut bien, le 1+4, les Congolais peuvent aspirer à des postes politiques, comme on a vu dans les 1+4. Mais la guerre ne cesse pas. Parce que ceux qui montent des rébellions n'ont pas encore atteint leur objectif. Juvenal Mouloubo, votre voisin immédiat de gauche, il parle nous sommes dans une guerre de manipulation. Moi, je me pose la question, la manipulation à grande échelle, seulement au Congo, mais pas au Rwanda. D'abord, le Congo a énormément de ressources. Vous ne pouvez même pas, je ne sais même pas à quelle échelle on peut comparer au Rwanda. Le Rwanda n'a rien comme ressources. Et donc, un pays très riche comme le Congo, c'est un pays convoité. Il faut voir déjà à l'époque de l'EIC, étant indépendant du Congo, comment tous les yeux étaient braqués sur ce pays. Il y a un livre qui a été écrit dernièrement, comme Cobalt Blues, par Éric Brûlant, qui montre un peu comment, pratiquement, depuis des années, le pays est en train d'être exploité. Même le film récemment, L'Empire du silence de Thierry Michel, il y a pas mal de documentation écrite et visuelle. Et donc, nous sommes un pays riche. Et quand vous êtes dans un pays riche comme le Congo, quand vous l'avez, eh bien, il faut se préparer. Parce que notre lendemain, ce n'est pas évident que ce soit un lendemain de paix. Comme on dit déjà à l'époque romaine, on disait, qui veut la paix prépare la guerre. Civis pacem parabellum. Et donc, nous devons construire l'armée, investir dans nos forces armées, moderniser l'armée, moderniser la police, réformer les secteurs de sécurité, les secteurs de migration, améliorer les relations civilo-militaires. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Booster les programmes DDR. Ce qu'on peut donner à ces groupes armés, même les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est qui? C'est des groupes armés qui ont prêté leur collaboration à FARDC pour combattre la M23, puisque c'est l'actualité. Alors, à ces Wazalendo, qu'est-ce qu'il faut donner à ces, qu'est-ce qu'on peut donner à ces Wazalendo? Moi, je crois que la grande chose qu'ils peuvent recevoir, c'est les DDR, les orienter dans un programme de DDR, de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Et tu imagines parce que tout parfois, doit on a être comme défini l'impression, maintenant, tout doit être défini maintenant. Parfois, parce on a que... comme l'impression Oui. qu'il y aurait une facture à exiger à l'État congolais, et ça va être difficile. Vous voyez, oui, il faut reconnaître qu'à un moment donné, d'abord, ils ont combattu les FDLR, ces groupes Maïmaï, ce qui était la tâche du gouvernement, à un moment donné, et aussi ils ont combattu les FDLR, et ce n'était pas une mauvaise chose. Et puis, dernièrement, ils ont appuyé les FARDC, c'est-à-dire le gouvernement congolais, à combattre la M23, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que la M23, c'est une force d'agression. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui arrive par la suite. Est-ce que c'est la loi sur la réserve armée? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que dans la loi sur la réserve, c'est une loi, nous l'avions examinée ensemble avec mon aîné Jacques Joly, lors de la législature passée. Pour
entrer dans la réserve, il faut être soit retraité, soit retraité, soit démobilisé, démobilisé par contrat, soit retraité, soit démobilisé, soit volontaire. Alors, là, une petite confusion pourrait peut-être glisse en effet quand on parle de volontaires. Il s'agit des volontaires civils ayant suivi une formation militaire et un encadrement ad hoc. Voilà, et donc la nuance, elle est quand même là. Et donc, quand on voit les Wazalendo, ils ne rentrent pas si facilement dans les bénéfices de cette loi. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, il faut qu'un langage soit tenu de manière claire. La meilleure Donc, approche, tout en saluant la meilleure approche, c'est de les orienter, tout en saluant ce qu'a été leur contribution. Il faut savoir bien les encadrer. Il faut trouver un encadrement à travers notamment les programmes de désarmement, de mobilisation et d'insertion. Merci, professeur Jacques Njoli. Les statuts de Wazalendo, nous saluons justement le travail qu'ils abattent aux côtés des forces armées de la République. Parce qu'il ne faut pas, dans les jours à venir, qu'il y ait une facture à payer. Quels sont les statuts de Wazalendo, comment les encadrer au niveau du gouvernement? Oui. Pour rejoindre justement cette loi sur la réserve de la défense. Vous savez ce qu'a dit l'honorable Munobo. Nous sommes sur un bassin de convoitise. Surtout cette partie la plus utile, où on trouve des minerais rares. Il y a d'autres qui n'ont même pas de nom sur le tableau de Mendeleev. Mais ça ne se retrouve pas de l'autre côté. Mais des minerais qui se trouvent au Congo, mais qui ne sont pas sur le tableau de Mendeleev. Si vous prenez la démographie rwandaise, c'est plus ou moins 800 ou 900 personnes au kilomètre carré. C'est presque la même chose en Ouganda, 640 habitants au kilomètre carré. Mais chez nous, le Congo, de manière générale, nous n'avons pas plus de 25 habitants au kilomètre carré. Donc il y a un appel pour venir sur les terres de l'Ituri, des terres immensement fertiles pour devenir Banabou chez les autres. Il faut avoir la capacité d'identifier qui est immigré, qui est infiltré et que non. Donc c'est l'État. Donc nous sommes dans ce que j'appelle un pot de miel. Dans le pot de miel, mais vous allez avoir de mouches et autres. Donc il faut mettre une couverture pour protéger ces miels qu'est le Congo. Les États sont mortels. Donc, je suis d'accord, les Wazalendo, tout comme nous tous, nous devons protéger les pays. Cette loi sur la réserve armée de la République est claire. Il s'agit des militaires retraités. Il y a énormément d'officiers des FARDC, des phases qui ont atteint l'âge de la retraite. Aujourd'hui, nous avons difficile à monter une force aérienne. Il faut avoir des mécaniciens. Pour former un pilote ou un mécanicien, il faut 5-7 ans, le niveau ingénieur. On peut le reprendre. On peut reprendre, les démobiliser. C'est ce qui a été dit. Des civils contractuels. L'armée a besoin des spécialistes, des ingénieurs, des pilotes civils pour aller, n'est-ce pas, on ne peut pas former un pilote, on prend un pilote civil, on le prend. Mais on a aussi dit des personnes, des civils, mais il faut leur donner une formation adéquate. Les Maï qui veulent rentrer, ils sont des Congolais, mais il faut les former. L'armée, la guerre, n'est-ce pas la chasse, c'est la discipline. Et là où il faut les former, c'est au niveau du programme de DRCS. Merci beaucoup, Oscar. La question ici, et c'est bien qu'on y soit revenu, c'était la question du retour de l'autorité de l'État et de la sécurité pour tout le monde. C'était le but même de ce programme où nous sommes appelés à apporter une redynamisation. En fait, le chef de l'État voulait d'abord, comme premier pilier, il voulait d'abord que son armée puisse devenir une armée professionnelle. Cette montée en puissance de l'armée, c'était ce qu'il a voulu faire au début. Et dès le point de départ, vous savez, il a sorti la loi de programmation militaire. C'était le 29 juillet 2022. Pour que l'armée puisse avoir un budget conséquent. 1 milliard de dollars, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? 1 milliard 200 millions. On est millions. passé de 300 millions, 400 millions à 1 milliard 500 par année. Voilà. Après la loi de programmation militaire, il a accepté du gouvernement ce qu'on appelle le document de politique nationale de défense.
Et ce document de politique, il était présenté ici à la RTNC par l'ancien ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Et c'est dans ce document de politique nationale de défense que se trouvent justement les fondamentaux de ce qu'on appelle la loi sur la réserve armée de la défense. Et c'est défini, cela a été défini dedans. On a pu donc dire que ce serait des militaires de carrière retraités, des démobilisés de service militaire obligatoire, des démobilisés de service militaire contractuel, des volontaires civils ayant suivi une formation. Mais il y a la possibilité, pour ceux qui ont été dans les groupes armés, lorsqu'ils ont fini leur processus de démobilisation, de réinsertion économique, de réintégration dans leur communauté, eh bien, redevenus civils, ils peuvent faire partie de la réserve armée de la défense. Alors, parlons de la suite. C'est que le chef de l'État est allé plus loin dans sa logique. Il a fait donc, il a accepté de promulguer la loi sur la réserve armée de la défense. C'était au mois de mai de la même année 2023. Au mois d'octobre, le décret est sorti sur justement le décret donc de fonctionnement de cette. Et au mois de décembre, il a fait une ordonnance pour nommer l'équipe qui devait gérer cette réserve armée. Pour le moment, n'est-ce pas? Pour le moment, nous sommes dans un processus dans lequel non seulement nous avons en face de nous la guerre, mais nous avons en face de nous cette volonté de créer justement cette réserve armée de la défense, ce qu'on appelle la roue de secours de toute armée. Et donc, nous encourageons, nous tous, nous sommes obligés d'encourager tous les citoyens qui aujourd'hui sont en train de se battre pour défendre le pays. Nous encourageons donc les Wazalendo, nous encourageons tous les volontaires, mais nous les appelons pour le moment des volontaires de la République, n'est-ce pas? Parce que pour être réserviste comme tel de façon formelle, il faut passer par une formation. Aujourd'hui, les animateurs de la réserve armée de la défense sont en train d'approcher les groupes armés qui veulent entrer dans la réserve armée de la défense. Mais nous, au niveau du PDDSS, nous n'oublions pas que 90% de ceux qui étaient dans les groupes armés sont demandeurs d'entrer dans le programme. Nous ne les oublions pas. Et justement, qu'est-ce qui est prévu? Parce que beaucoup d'anciens combattants de groupes armés ils ont déposé les armes, ils veulent rejoindre justement le programme. Oui. Mais qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils seront intégrés d'office dans l'armée? Ou bien qu'est-ce que vous avez prévu pour leur encadrement? Non, il n'est pas question. Eh bien, un des piliers de ce programme, c'est qu'il n'y a pas d'amnistie pour les gens qui ont commis les crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Il y a un mécanisme aussi de justice transitionnelle pour pouvoir juger ceux qui sont dans ces cas là-bas. Ils ne peuvent pas être éligibles. Deuxièmement, il n'y a pas d'intégration automatique dans l'armée avec grade, etc. Il n'y a pas celui qui veut entrer dans l'armée congolaise, il suit le curriculum normal pour entrer dans l'armée. Mais pour le moment, attendez, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes en train de travailler maintenant. Nous avons commencé la troisième phase de réinsertion communautaire. Nous avons commencé par Lubero à Kassando, où un groupe de 250 ex-combattants a été remis dans leur communauté. Nous allons continuer par Beni, par Lituri, par Uvira. Et vous avez les moyens de votre politique. C'est cela justement le problème. C'est que pour le moment, nous n'avons pas encore les moyens. Dernièrement, 150 ex-combattants des groupes armés à Kalemi ont quitté la brousse et ils voulaient qu'on les prenne en charge. Mais ni l'armée, ni nous n'avions les moyens de les prendre en charge. La plupart se sont dispersés. Mais nous attendons, donc nous savons que l'État congolais a conscience de l'importance de ce qui est en train de se faire. Merci, professeur. Nous allons prendre la dernière partie de cette émission. Je fixe mes regards sur l'éminent journaliste, le juge de renom, Nikeske Belloka, le patron du journal Les Coulisses, dans le Grand Lac, le M23. Si je peux dire le M23 bis, parce qu'il a été défait en 2013, il réapparaît. Quelles sont les revendications profondes de ce mouvement? Merci beaucoup, mais je pense que je vais vous décevoir. Je ne suis pas d'accord avec ces termes qu'on a défait le M23. Le professeur Jacques Njoli pourra me donner raison, s'il le veut.
Parce que l'ennemi, on le poursuit jusqu'à son dernier retranchement. Il fallait traverser la frontière. Ah, naturellement, les droits de poursuite existent. Qu'est-ce que notre armée a fait? Aussitôt que nous avons pris chance, on ne s'est plus occupé de l'ennemi. Et l'ennemi est allé comme un cancer métastasé, se réorganiser pour revenir 10 ans après. Donc tous ceux qui disent, et surtout pas les militaires, que nous avons défait l'M23, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Nous avons fait un travail et on s'est arrêté à mi-chemin. Alors nous allons dire nous l'avons neutralisé. Non, neutralisé, non. Nous l'avons dispersé. Voilà les termes. Nous avons dispersé l'ennemi. Une partie est allée au Rwanda, une autre est allée en Ouganda. Et parlant des revendications? Parlant des revendications, et là c'est très important. En janvier 2009, la conférence de Goma, quand elle se tient, tout le monde est presque dopé. Il n'y a presque pas de Tutsi du Nord Kivu. Il y a des Banyamulenge, mais il n'y a pas de Tutsi du Nord Kivu dans la conférence de Goma. Il n'y a pas 3. Les CNDP représentés par Kambasu Ngeve, qui est Nandé. Ce qui signifie, quelle est la conséquence? Le 22 janvier, la conférence s'arrête, les résolutions sont prises, les signatures sont apposées. Le 23 mars, le CNDP, les vrais, dit non, ce que vous avez fait là ne nous concerne pas. Ils signent l'accord du 23 mars. Mais dans cet accord, il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits, on signe l'accord à l'aveuglette, parce que vous savez, il y a un autre problème chez nous. Les négociations souvent se font en anglais. Et la traduction de l'anglais au français n'est pas nécessairement, vous savez, traditeur et traditeur. Qui traduit, trahit. L'exemple est là. On a parlé du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda. Pour parler. Processus de Nairobi, feuille de route de Luanda. Aujourd'hui, la feuille de route a disparu. Les deux sont devenus processus. En français, feuille de route et processus, ce n'est pas la même chose. On doit aussi nous expliquer pourquoi on a laissé feuille de route pour appeler les deux processus. Donc, les termes en anglais n'ont pas la même valeur sémantique en français. Alors, on signe l'accord avec le M23, disons avec le CNDP. Mais on va se rendre, l'accord donne à Mani, ainsi de suite, les opérations, mixage, mais l'accord donne pratiquement un couloir pour que les éléments CNDP puissent s'occuper les Kivu. Ils sont déployés à Nitouri, ils sont déployés au Nord Kivu, ils sont déployés au Sud Kivu. Ce qui fait qu'en 2012, ils lancent l'M23. Maintenant, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et c'est là où Rapidement, c'est là où c'est ça qui est très important. Ils disent ceci, ce qu'ils appellent les doléances légitimes, en presque 10 points. Le premier point, le problème des réfugiés Tutsis. Et ces problèmes, les réfugiés Tutsis qui sont au Rwanda, ces problèmes, pour qu'ils reviennent, il faut pratiquement disons, accorder au CNDP ou au M23 5 ans de gestion de l'Est depuis le Haut-Katanga jusqu'à Nitouri. Gestion administrative, gestion financière, gestion militaire, avec faire des opérations conjointes avec les FARDC pour combattre les FDLR et les ADF-MTM. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'était un projet d'accord qui n'a jamais été... Mais ils vous ont dit que ce sont les vrais... Parce qu'ils ont dit, si vous voulez que la guerre s'arrête, il faut que vous compreniez ce que nous voulons. Et le président Museveni a dit à Raymond Chibanda, qui était à ce moment-là, qui conduisait la délégation, écoutez-le. Écoutez les doléances légitimes si vous voulez que la guerre s'arrête. Et ces doléances sont ceux-là. 5 ans, renouvelables une fois. On va aller à l'accord d'Addis Abeba, accord cadre. Mais dans l'accord cadre, on dit que la RDC doit continuer le processus de décentralisation. Peut-être pas de fédéralisme. Mais ce sont des pièges dans lesquels le pays est tombé. Et on a signé, et aujourd'hui, ces gens revendiquent. Lorsqu'on revendique, on dit non. La RDC ne respecte jamais ce qu'il a signé. Des revendications, tout naturellement, Juvenal Mounoubo, dictées par le mentor, le Rwanda. En 30 secondes, nous sommes en train de terminer cette émission. C'est très complexe, la question de M23. Pourquoi? Parce que ce que revendique la M23, j'ai comme l'impression que ce n'est pas encore communiqué officiellement.
officiellement. J'ai le projet. Là, c'est dans les coulisses. Hein? Non, Là, mais excusez-moi, le projet a été présenté au pourparler des et puis quand on voit la ténèbre, hein, parce que j'ai suivi, il est expert en la question, j'ai suivi, il a essayé de nous dérouler certains de ces ça constitue un peu la requête de ces mouvements. Vous voyez, c'est finalement la fameuse balkanisation que nous craignons. Exactement. On peut dire, voilà, ça équivaut à cette balkanisation contre laquelle nous luttons. Et donc, ça va être difficile. Moi, je crois que la solution, final, oui, allez-y, la solution, et ça doit être vraiment la posture du Congo, la première chose à faire, c'est de maintenir la dissuasion. Parce que nous sommes en face de nous un État qui croit à la belligérance et qui veut vivre éternellement dans la belligérance. C'est-à-dire, il faut maintenir en alerte nos forces armées, les organiser, que les militaires soient en éveil et motivés à bien faire leur travail. Voilà. De deux, il faut accentuer la pression diplomatique. Parce que ne vous en faites pas, sur le plan international, les choses sont en train de changer. Moi, je vis, il y a certains Congolais qui semblent être découragés de voir des délégations arriver à Kigali pour le 30e anniversaire du génocide, mais ne vous en faites pas. Les lignes sont en train de changer. Ce qui était la position américaine il y a quelques années, ce n'est pas la position actuelle des États-Unis. Donc, de plus en plus, que ce soit au Congrès américain, des officiels de ce qu'on appelle grande puissance, de plus en plus, le message du Congo est en train de passer. Merci, et la fermeté Juvenal, du Congo. les messages du Congo et la est en fermeté, train de la passer. manière dont nous abordons la question jusque-là, c'est une très, très bonne façon de condamner l'agression, de refuser toute négociation directe aussi longtemps que ce mouvement n'a pas encore déposé les armes. Moi, je crois qu'il faut continuer avec cette dissuasion sur le plan militaire. Il faut continuer aussi avec la pression diplomatique, parce que la réalité, c'est que nous avons un interlocuteur qui n'est pas du tout de bonne foi. Qui n'est pas sincère. Mais une autre chose, il finirait par là, il faudrait aussi faire attention qu'on ne tombe pas dans un piège qui peut être le piège du Rwanda aussi. Et il faut faire attention avec tout ce qui peut paraître comme stigmatisation. Parce qu'en cette période, les populations d'expression Kinyarwanda, par exemple, les Hutus, les Tutsis qui sont à l'Est, il suffit d'un discours, peut-être mal exprimé, pour qu'ils disent, voilà, on est stigmatisé, et que Kagame récupère, pour dire, voilà, il y a une population qui est honorable Juvenal Mounougo, je pense que les messages sont moi, je crois que ce sont là les recettes. Merci, si vous aurez vraiment tout le temps. Nous avons toute une série d'émissions, d'autres émissions qui seront organisées dans ces cadres, parce qu'on a même dit au début, dès l'entame de cette émission, la problématique des groupes armés. Donc, c'est beaucoup de questions autour. Je voudrais dire merci. Je sais que le professeur Jean Bosco Bala voulait parler. Professeur Njoli, il y a beaucoup à dire et à redire. Je pense que pour l'instant, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement. Il faut qu'on dise que 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Et que notre armée doit défendre son peuple. Voilà, 30 ans, ça suffit parce que, je m'excuse de prendre la parole encore, mais aujourd'hui, la stratégie du Rwanda, c'est d'instrumentaliser les groupes armés, de manipuler les guerrieros ethniques. Mais pourquoi le Rwanda veut faire ça? Il veut transformer sa guerre d'agression à une guerre interne. Il est tenté d'interniser, d'autochtoniser un conflit qui nous fait. Malheureusement, nous sommes tombés dans ces panneaux-là avec l'AFDEL, que Kabila lui-même a appelé un conglomérat d'aventuriers. Nous sommes tombés dans ces panneaux-là avec les RCD et les MLC. En fait, c'était les ambitions de Kagame et de Museveni. Et maintenant, nous sommes en train de tomber. Nanga croit qu'il est général, mais c'est un général en carton. Tous ces jeunes gens-là qui sont partis, c'est des papiers à jeter que Kagame utilise pour ses intérêts. Est-ce que vous croyez que Nanga peut être un chef de mouvement? Il n'est même pas capable d'organiser des bonnes élections. Il va conduire la guerre comment? Mais voilà, il s'est joué au général avec des jeunes gens là-bas, les magies qu'on a ramassées. On voit même qu'ils ne savent pas mettre de bottes. Mais ce sont des pions de pénétration du Rwanda au Congo. Il faut que ça s'arrête. Je vois que le professeur Jacques Njoli est surexcité. Professeur Jean Bosco Bala, votre dernier mot, nous terminons par là. Mon dernier mot,
c'est que 30 ans, ça suffit. Il faut que la paix revienne dans notre pays. Et la paix, la condition pour que la paix revienne, c'est d'abord la cohésion nationale. C'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas ouvrir le chemin à ce que la belligérance entre chez nous. Il faut que cette cohésion soit visible. Et qu'elle soit visible dans un soutien, dans le soutien que nous donnons à nos résistants qui sont en train de se battre au front, qui sont à ces jeunes patriotes pour défendre la patrie. Je voudrais leur dire aujourd'hui que nous les soutenons. Nous savons que ce combat-là est juste. Et quand un peuple est en danger, vous n'enlevez pas son arme à quelqu'un qui est en train de défendre sa maison. Donc pour le moment, nous leur disons, allez-y derrière le chef de l'État et combattez pour que la nation revienne. C'est ce que les Français avaient fait derrière De Gaulle. Est-ce qu'on les a appelés forces négatives? Non. Ils étaient des résistants et des patriotes. Donc aujourd'hui, nous les encourageons, mais nous encourageons surtout le gouvernement. Heureusement, on vient de nommer une dame de cœur qui est là, Madame Souminoua, comme Premier ministre. Eh bien, nous espérons que, sachant les souffrances que les femmes ont eues, elle va donner les moyens au gouvernement pour que l'armée soit dotée de moyens pour pouvoir merci, professeur puissante. Donc, Jean Bosco demain, Bala. la paix reviendra dans ce pays. Demain, la paix reviendra au Congo. Merci à tous nos invités, l'honorable Juvenal Mounoubo, Nikes Kebelbel Oka, journaliste d'investigation et patron du magazine Les Coulisses. Merci également à Jacques Njoli, professeur Jacques Njoli, professeur Jean Bosco Bala. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. La série d'émissions continue sur la question de l'Est de la RDC et même de la région de Grand Lac. Merci surtout de l'attention toute particulière que vous avez daigné nous accorder. Excellente soirée à tous. Au revoir.